Bienvenue à cette conférence mémorable. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Dr. Annick Giguère avec nous. Je vous rappelle que les conférences mémorables sont rendues possibles grâce au soutien du Consortium canadien sur la neurodégénérescence associée au vieillissement, soit le mieux connu sous le nom du CCNV. Je m'appelle Marie-Christine, je suis conseillère au référencement pour la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et c'est moi qui animerai ce webinaire. Donc, on va commencer un petit peu avec les points techniques. Vous avez tous été mis sous sourdine pour s'assurer la meilleure qualité de son. Si vous avez un pépin technique, je vais vous demander d'utiliser la boîte de dialogue, soit bienvenue sur le chat. N'oubliez pas, à la fin de cette rencontre-ci, on aura la chance d'avoir une période de questions. On va se garder un bon petit 10 minutes pour les périodes de questions et puis je vous invite à utiliser l'onglet à cet effet pour poser vos questions. Donc, aussi, cette présentation est enregistrée. On veut avoir l'opportunité que le plus grand nombre de gens y aient accès. Donc, elle sera disponible dans quelques jours sur notre site web et également sur notre chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, je vous présente Dr. Annick Giguère, professeure au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval à Québec. Elle est également chercheuse affiliée à VITAM, qui est le centre de recherche en santé durable, et également au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Dr. Giguère, merci beaucoup d'être présente et d'avoir accepté. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame Laterreur. Bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Alors, je partage. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Madame Laterreur? Ça va bien? On le voit bien. Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Comme on vous a dit, moi, je suis chercheuse surtout. Je fais beaucoup de recherches, mais on développe des outils, puis c'est des outils pour aider les gens à prendre des décisions. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'avoir la chance de vous parler aujourd'hui de tous nos outils qu'on développe. Avant de commencer, je voulais vous dire que je n'ai pas vraiment de conflit d'intérêt, mais j'ai beaucoup d'intérêt dans le sujet moi-même parce que j'ai 54 ans. Donc, moi aussi, je suis quelqu'un qui vieillit. Je me préoccupe de ma santé, de vieillir en santé. Aussi, bien, j'ai beaucoup d'intérêt parce que j'ai beaucoup de personnes aînées dans mon entourage, notamment mon père et ma mère. Puis mon père, il vit avec la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est certain que ça me touche particulièrement ces sujets-là. Donc, je vais vous présenter le programme Vieillir en santé aujourd'hui, avec 7 aspects de la santé qui favorisent l'autonomie. Puis, on va regarder ensuite un des aspects de l'autonomie, les capacités cognitives, puis on va regarder quelles habitudes de vie favorisent le maintien des capacités cognitives. Ensuite, je vais aborder avec vous un autre sujet un peu différent qui est la décision partagée avec les professionnels de santé et de services sociaux. Donc, comment on aborde quand on a des décisions à prendre, par exemple, si vous êtes inquiet de votre santé et votre capacité cognitive, comment on aborde ça avec notre médecin, l'infirmière? Donc, quelles sont les informations qu'on peut discuter, qui vont être bien reçues, les questions qu'on peut poser, puis comment on peut se préparer à partager la décision avec un professionnel de la santé ou des services sociaux. Puis, je vais vous présenter, si j'ai le temps, d'autres outils que j'ai développés pour les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et leurs proches. Parce qu'aujourd'hui, on va plus parler de prévention, mais j'ai des outils aussi plus pour les gens qui ont des niveaux modérés ou avancés de maladie d'Alzheimer. Je voulais juste vous donner un petit aperçu si jamais il y avait certaines personnes parmi vous que ça l'intéresse. Donc, on y va, on plonge. En vieillissant, on est plus exposé à certains facteurs comme la diminution de l'activité physique, la dépression, l'anxiété, l'insomnie, l'isolement. Parfois, ça peut arriver qu'on se sente plus isolé, seul, et il y a des maladies aussi qui arrivent. Puis tous ces facteurs-là peuvent causer une diminution de la vigueur, de la mobilité et aussi un déclin cognitif. Après, une fois que ça s'installe, bien là, il peut y avoir une perte d'autonomie puis une grande diminution de la qualité de vie. Donc, les scientifiques qui travaillent dans le domaine du vieillissement, ils recommandent de détecter le plus tôt possible les risques de perte d'autonomie. Alors, il faut rester à l'affût. Puis,
il faut s'informer sur les habitudes de vie qui permettent de vieillir en santé. Aussi, on recommande d'adapter notre environnement pour favoriser les changements aux habitudes de vie. On sait que c'est difficile de changer les habitudes de vie. Ça peut sembler gros là, de dire, ah ben oui, modifier l'environnement, c'est pas si simple que ça, mais l'environnement, c'est pas juste l'environnement physique. C'est sûr que s'il n'y a pas de trottoir chez nous, c'est difficile, par exemple, d'aller se promener, mais il y a aussi l'environnement social qui est important. Puis je voulais juste attirer votre attention là-dessus parce que vous avez un petit peu plus de contrôle sur votre environnement social parfois que sur l'environnement physique là, qu'on ne peut pas nécessairement toujours modifier facilement. Puis je vais vous donner des trucs aussi aujourd'hui sur les manières pour créer des nouveaux liens sociaux, pour vous informer des ressources dans votre environnement, pour créer, justement, adapter l'environnement social pour être capable de changer des fois nos habitudes. C'est plus facile, par exemple, d'entreprendre de l'exercice si on a un ami pour le faire avec nous. Pourquoi ne sommes-nous pas plus proactifs? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus engagé dans le vieillir en santé? Bien, moi, je n'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire ça autrement parce que c'est pas vrai qu'on n'est pas proactif. Je dirais plus, à quel point sommes-nous proactifs? Puis, je trouve que des fois, en santé publique, on se fait un petit peu faire la morale. Mais tout le monde, on a des bonnes habitudes de vie. Alors que, bon, des fois, il y a des gens qui vont nous dire, bien, vous devriez faire plus d'exercice, vous devriez manger mieux, vous devriez boire moins. Mais il faut quand même reconnaître tout ce qu'est-ce qu'on fait. Je trouve que vous faites déjà probablement beaucoup de choses. Vous avez souvent, probablement déjà plusieurs bonnes habitudes. Vous faites attention à votre alimentation, des choses comme ça. Alors, l'idée, ce n'est pas nécessairement de dire qu'on n'est pas proactif. C'est qu'est-ce qu'on doit prioriser parmi toutes les choses qui sont importantes? Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Comment je peux les adapter à ma situation? Puis, parce que c'est juste nous-mêmes qui pouvons juger de qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, il n'y a personne qui peut venir nous dire, ben toi, tu devrais faire plus d'activité physique. Non, c'est peut-être que moi, l'activité physique, ça ne me convient pas. Peut-être qu'il y aurait d'autres options pour arriver à un résultat qui serait quand même intéressant. Fait que c'est un peu le sens du programme Vieillir en santé que je veux vous présenter. Donc, le programme éducatif Vieillir en santé, il est disponible. C'est un programme, là, c'est vraiment un but non lucratif. Tout ça, c'est fait, on a réalisé ça avec des budgets de recherche. Donc, c'est l'Université Laval qui héberge le site. Et je vous invite vraiment à le visiter. J'espère que ça va vous donner le goût de le consulter, d'en parler autour de vous. Nous, on l'évalue actuellement dans le cadre d'un projet de recherche. On évalue le programme. Puis, je veux juste vous dire aussi que le programme est disponible en version imprimée. Il n'y a pas juste la version Internet. Fait que si jamais vous êtes intéressé à en obtenir une version imprimée, Madame Laterreur va mettre dans le chat, dans la petite boîte de dialogue, elle va mettre un contact pour que vous puissiez faire la demande pour une version imprimée. Je vais essayer de répondre à vos demandes. Puis, sinon aussi, bien, on peut les imprimer directement sur le site, là, les versions imprimées. Mais voilà. Donc, le programme, là, il est surtout conçu pour nous aider à choisir, clarifier nos priorités, puis choisir les habitudes qui vont nous convenir. Donc, les options de santé qui sont présentées dans le programme ont fait leurs preuves. Il y a des données scientifiques qui montrent qu'il y a des impacts de ce qui est présenté dans le programme. Puis, l'objectif, c'est vraiment d'aider à clarifier les priorités pour que les gens choisissent des habitudes qui leur conviennent. Donc, le programme couvre 7 aspects de la santé qui favorisent l'indépendance et l'autonomie. Donc, la mémoire, l'attention, mais la vie sociale, la vigueur, la mobilité, l'alimentation, l'humeur, les capacités qu'on a à gérer nous-mêmes notre santé, ce qu'on a appelé les auto-soins, puis le sommeil. Certaines de vos habitudes contribuent déjà à votre santé. Par exemple, vous faites peut-être déjà de l'activité physique qui contribue à votre vigueur. Mais pour être vraiment proactif, éviter la perte d'autonomie, il faut que vous connaissiez l'ensemble des 7 aspects de votre santé parce que vous allez augmenter vos chances de vieillir indépendamment longtemps. Donc, connaître tous les aspects. Donc, aujourd'hui, on va plus regarder la mémoire et l'attention parce que la conférence était organisée par la Société Alzheimer. Fait que je me suis dit, ben, je vais axer plus là-dessus.
Donc, on va regarder les options et les ressources pour maintenir notre mémoire. Donc, le programme présente plusieurs options qui ont fait leur preuve pour le maintien de la mémoire, comme l'activité physique, faire de la méditation ou des activités corps-esprit, faire des exercices de mémoire et de concentration, faire des activités pour créer des liens sociaux, l'art-thérapie. On peut aussi, par contre, décider de ne rien entreprendre de nouveau, de ne pas faire de changement. Fait que le programme présente toujours l'option de ne rien faire ou de surveiller nos capacités sans faire de changement. Parce que ça se peut que ce ne soit pas quelque chose que vous désiriez entreprendre en ce moment, mais ça vous permet aussi de voir les avantages et les inconvénients quand on décide de surveiller nos capacités sans rien entreprendre. Et le programme présente aussi l'option de participer à un projet de recherche pour se sentir utile et avoir un suivi régulier des capacités mentales. Cette option-là ne va pas nécessairement mener à une amélioration des capacités mentales, mais on le présente aussi dans le cadre du projet parce que ça intéresse les gens aussi de s'impliquer en recherche. Donc, pour choisir la meilleure option pour vous, le programme Vieillir en santé va vous aider à comparer les avantages, les inconvénients de chacune des options pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Donc, on va maintenant revoir les avantages et inconvénients de chaque option, puis vous allez voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans pour maintenir vos capacités mentales. Les exercices de mémoire et de concentration. Donc, ça comprend des activités, des jeux stimulants comme la lecture, les mots croisés, les sudoku, les jeux, jouer aux cartes même. Je pense à ma mère qui joue beaucoup au bridge. C'est certain que c'est une activité qui est très, très bonne pour la mémoire. Ce type d'exercice-là peut être réalisé de manière individuelle, mais il y a aussi des groupes qui existent où on peut le faire sous supervision professionnelle. Il y a des cliniques aussi qui offrent de faire des exercices de mémoire. Donc, ils peuvent se faire sur papier, sur Internet, où il y a des applications aussi qu'on peut télécharger, certaines qui sont vraiment, vraiment bien conçues pour ça, qu'on peut télécharger sur une tablette, un cellulaire ou un ordinateur. Donc, c'est démontré que les exercices de mémoire peuvent améliorer les capacités mentales. Ça ne va pas faire un effet sur tout le monde. Il y a des gens qui vont bien répondre à ça, des gens qui vont moins bien répondre. Mais on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir avec quelle personne ça va fonctionner. Donc, on ne prend pas vraiment il y a toujours cet aspect-là d'incertitude quand on parle de science, de recherche scientifique. Donc, chez un groupe de personnes qui a été exposé à ces exercices de mémoire, on a observé qu'il y avait une grande proportion de personnes qui avaient une amélioration de leur capacité mentale. C'est pareil pour la qualité de vie. Donc, il a été démontré que les exercices de mémoire vont pouvoir améliorer la qualité de vie. Par contre, chez certaines personnes, surtout quand c'est réalisé en groupe, ça va causer du stress parce qu'ils ont peur de mal performer, de bien performer. Donc, le stress de bien performer, quand on fait les exercices de mémoire en groupe, ça peut être quelque chose qui est un inconvénient. Aussi, si on utilise des exercices sur Internet, il y a des gens qui stressent beaucoup avec des technologies. Donc, c'est un autre inconvénient. Puis, si on réalise des activités au sein par exemple, avec un clinicien ou un professionnel de la santé, là, on peut avoir des coûts ou bien si on le fait en groupe, là, il y a certaines associations qui ont des coûts pour ça. Maintenant, je voudrais aborder une deuxième option qui est de faire de l'activité physique. Il y a différents programmes d'activité physique qui peuvent être adaptés aux personnes aînées, à vos capacités, ou même pas adaptés si vous êtes encore, là, vous n'avez pas besoin d'adaptation. C'est pas obligatoire non plus d'avoir des adaptations. Donc, il y a certaines qui sont faites de manière individuelle, certaines en groupe, sous supervision. Puis, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que pour ressentir les bienfaits de l'activité physique, on recommande de faire de 1h à 2h30 par semaine pour les activités aérobiques.
Si vous faites une activité plus intense, comme par exemple, plus comme du jogging, mais là, 1 heure, c'est assez. Mais si c'est plus de la marche, bien là, on recommande de faire un minimum de 2 heures et demie par semaine. Et la musculation est aussi très importante, de garder la masse musculaire qui peut se diminuer quand on vieillit. Donc, de faire 2 séances par semaine, c'est recommandé. Donc, la recherche scientifique a montré que l'activité physique permet d'améliorer les capacités mentales, puis aussi, bien, elle va avoir d'autres bénéfices sur la santé, là, comme la santé cardiovasculaire, etc. Là, il y a plusieurs bénéfices. L'inconvénient, c'est que les gens qui ont des problèmes aux articulations, aux muscles, aux tendons, il y a toutes sortes d'enjeux parfois physiques qui fait que on est moins enclin à faire de l'activité physique. Fait que ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Puis le temps aussi, hein, ça prend du temps, ça peut prendre de l'équipement, ça peut prendre il y a certains aspects pratiques qui peuvent nous freiner aussi là, dans notre envie de faire de l'activité physique. Donc, si vous avez le goût de vous y mettre, on sait que c'est plus facile d'entreprendre une nouvelle activité physique si on commence lentement puis qu'on augmente l'intensité de manière graduelle. Aussi, pour savoir si vous avez une activité d'assez bonne intensité, normalement, vous devriez sentir de la chaleur puis respirer plus fort dans le cas de l'activité cardiovasculaire. Donc, une autre manière de voir si vous avez fait une intensité assez grande, normalement, vous êtes capable de parler, mais pas de chanter parce que chanter, ça demande plus de souffle. Une autre chose qui est connue, c'est que les gens qui se fixent des petits objectifs à atteindre de manière graduelle vont avoir plus de succès à changer leurs habitudes et à adopter l'activité physique. Puis aussi, si vous gardez le compte de toutes les heures d'activité, par exemple, vous pouvez mettre ça dans un calendrier, vous mettre ça dans une application, mais aussi juste un calendrier papier, dire « OK, aujourd'hui, j'ai fait mon activité », ça encourage les gens et ça les motive à faire de l'activité physique. La méditation ou les activités corps-esprit maintenant. Ça aussi, c'est une autre option pour améliorer les capacités mentales. Donc, la méditation, c'est s'entraîner à maintenir son attention pour empêcher l'esprit de se laisser emporter par les pensées qui surgissent sans arrêt. Il faut s'entraîner à lâcher prise, à se libérer des pensées négatives et néfastes. Puis, ça peut aussi être une pratique spirituelle pour certaines personnes. Donc, ça, c'est la méditation. Les activités corps-esprit, ça comprend le yoga, le pilates, le tai chi, le qigong. Ça combine des mouvements, la concentration mentale, le contrôle de la respiration, puis ça permet d'améliorer la force, l'équilibre et la flexibilité. Donc, toutes ces activités peuvent être réalisées dans des centres spécialisés ou à la maison en suivant les instructions d'un manuel ou encore des vidéos sur Internet. Donc, il y a plusieurs manières d'entreprendre ce genre d'activité. Donc, encore une fois, la méditation activité corps-esprit, chez plusieurs personnes, augmente les capacités mentales et aussi va avoir comme bénéfice d'améliorer la santé cardiovasculaire. Certaines personnes, pour certaines activités, là, ils vont avoir de la nausée, de la douleur aux articulations ou aux muscles. Il faut vraiment y aller graduellement, mais ça peut être un inconvénient si quelqu'un est plus fragile là, à ce genre d'inconvénients-là. Et ça prend du temps, bien sûr. Les activités pour créer des liens sociaux. Donc, ça comprend, c'est des activités qui permettent de créer des liens, de développer des relations avec les personnes de notre communauté. Participer à des visites ou à des voyages organisés, prendre part à des groupes de discussion. Je suis certaine que vous avez plusieurs autres exemples dans votre tête. Donc, si vous... Parfois, si vous êtes un peu plus timide, bien, vous pouvez y aller dans des associations qui vont encourager les liens sociaux avec une facilitation. Il va y avoir une personne qui va être présente pour assurer la bonne intégration de tous les participants. Donc, ce type d'activité il a été démontré que ça améliore les capacités mentales. Ça peut améliorer aussi la satisfaction que vous avez par rapport à votre vie. Certaines personnes, ils vont se sentir un peu plus stressés, gênés parce que c'est de rencontrer des nouvelles personnes.
Puis certaines activités, évidemment, ils comportent des coûts. L'art-thérapie maintenant. Donc, quand on parle d'art-thérapie, il s'agit d'un processus thérapeutique qui va se pratiquer sous supervision d'un thérapeute agréé. C'est basé sur l'expression créative spontanée et ça peut comprendre les arts visuels comme la peinture ou la sculpture. Ça peut aussi comprendre les arts littéraires, par exemple la poésie, ou la performance comme le théâtre. Elle peut se pratiquer de manière individuelle ou en groupe. Donc, l'art-thérapie permet d'améliorer les capacités mentales, la satisfaction par rapport à notre vie. Encore une fois, il peut y avoir des inconvénients comme du stress et de la gêne et le coût à prévoir pour certaines activités. Finalement, on a encore le choix aussi de ne rien entreprendre. Puis, le programme est vraiment précieux pour ça parce qu'il nous indique quels sont les avantages et inconvénients si on décide de ne rien entreprendre, de ne pas modifier nos habitudes. On peut simplement, dans ce cas-là, surveiller de près l'évolution de nos capacités mentales. Puis, plus tard, il va toujours être possible d'entreprendre des changements. Donc, ce choix vous appartient parce que, avant, je vais vous montrer. Donc, les avantages et inconvénients, c'est, bon, comme avantage, c'est qu'on évite de faire des efforts ou des changements. En plus, on n'est jamais certain que ça va fonctionner. Hein? Quand on entreprend des choses, on ne peut pas être certain, comme je vous disais tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a une incertitude associée à entreprendre une nouvelle action. Puis, ce n'est pas certain que ça fonctionne toujours pour tout le monde. Donc, on évite des déceptions. Aussi, on prend la chance que les capacités mentales s'améliorent d'elles-mêmes. Parce que même, des fois, on a des petites baisses de capacité mentale qui peuvent être dues à de l'insomnie, par exemple, qui vont revenir. Ça peut revenir tout seul. Puis, on peut éviter des inconvénients qu'on a parlé tout à l'heure, qui sont associés quand on entreprend une nouvelle habitude de vie. On diminue, par contre, nos chances de maintenir ou d'améliorer nos capacités mentales. Puis, on peut ressentir un peu de l'impuissance quand on ne fait rien. On a moins un sentiment qu'on est capable de contrôler notre vie puis de contrôler notre santé. Donc, on peut avoir un sentiment d'impuissance si on n'entreprend rien, aucun changement. C'est bien beau tout ça, mais une fois que vous avez choisi, je suis consciente aussi que ce n'est pas toujours facile d'entreprendre des changements. Puis, comment mettre en œuvre des nouvelles habitudes? Donc, la version informatisée du programme Vieillir en santé propose des idées pour mettre en œuvre des changements. Puis, pour chaque type d'option que vous choisissez, c'est différent qu'est-ce que le programme propose. C'est pour ça que là, je ne voulais pas rentrer trop dans le détail. Donc, il y a toujours des ressources qui sont disponibles sur Internet. Par exemple, dans le programme Vieillir en santé, si vous avez décidé de faire de l'activité physique, bien, on va vous inviter à visiter certains sites Internet qui proposent des activités physiques en ligne. Donc, quand on est à la maison, on a moins de transport ou on n'est pas capable de se déplacer, ça peut être intéressant. Il y a aussi on travaille en collaboration avec le 2-en-1. Puis, c'est une de mes missions que je me suis donnée de faire la promotion du 2-en-1, qui est extraordinaire. C'est vous soulevez le combiné du téléphone, vous signalez le 2-en-1 et il y a quelqu'un qui va vous répondre, un agent du 2-en-1, qui est son mandat, cette personne-là, c'est de mettre en lien les gens avec les ressources communautaires. Donc, si, par exemple, vous cherchez un endroit pour faire des activités sociales, la personne va vous mettre en lien avec les organisations autour de chez vous. Donc, c'est toujours adapté selon l'endroit où est-ce que vous habitez. Là. Il y a aussi le site Internet qui est en train d'être amélioré. Là, j'espère que, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais sur lequel vous pouvez trouver les ressources. Toutes les ressources sont là. Si aussi vous avez des questions, vous avez des inquiétudes, c'est certain que les professionnels de la santé sont là pour vous. Puis, la meilleure façon d'accéder au système de santé, puis les gens, des fois, ils sont très inquiets de ça. Il y a plusieurs ressources dans votre environnement. Donc, il y a le 811 qui est Info Santé pour
les questions qui vous préoccupent, vous allez avoir une infirmière qui va vous répondre. Si vous avez besoin d'avoir un médecin de famille, vous n'avez pas de médecin, il y a le guichet d'accès GAP. Donc, vous allez sur Internet, vous cliquez, vous mettez dans le moteur de recherche accéder à un médecin de famille ou guichet d'accès GAP. Puis, on peut avoir un rendez-vous là, même si on n'a pas un médecin de famille. Je l'ai fait avec ma mère récemment, puis elle a été en attente au téléphone pendant un moment, mais elle a réussi à avoir un médecin. Je trouve que c'est sûr que c'est plate d'être en attente, mais quand on a besoin, c'est bien. Puis vous avez toujours aussi la pharmacie, hein, si vous avez des problèmes avec les médicaments. Donc, le pharmacien est là aussi pour vous aider. Puis dans le site Vieillir en santé, vous avez parfois d'autres ressources là, qui sont en dehors de ces choses-là, qui peuvent être des associations qui offrent des services, par exemple. La FADOC, ils ont des sites Internet, des choses comme ça. Donc, le programme Vieillir en santé va présenter un résumé, comme je viens de vous montrer ici pour la mémoire. Il va présenter un résumé de la littérature scientifique sur chacun des aspects de la santé. Sa particularité, c'est qu'il va vous aider à faire des choix qui respectent vos priorités en présentant toutes les options. Parce que c'est seulement vous qui pouvez juger de vos valeurs, de vos préférences, de l'importance que vous accordez aux avantages et inconvénients. Maintenant, si vous êtes inquiet du maintien de vos capacités mentales, vous pourriez considérer les informations présentées dans le programme pour clarifier qu'est-ce qui est important pour vous. Puis, vous pourriez choisir de faire des changements à vos habitudes ou de ne pas en faire. Une autre manière aussi de répondre à vos inquiétudes, ça peut être d'en parler avec votre professionnel de la santé. Puis, c'est pour ça que la prochaine section de ma présentation porte sur la décision partagée. Parce que si on veut en discuter avec des gens, bien, vous pouvez commencer par vous informer, mais ensuite, c'est aussi de se préparer à en discuter avec les professionnels parce que on peut des fois se sentir un peu intimidé, mais si on se prépare comme il faut, puis le professionnel, il va s'en rendre compte, puis il va apprécier ça, puis il va être prêt à nous aider. Donc, un intervenant ou un intervenant de la santé, un intervenant des services sociaux, un travailleur social peut nous conseiller quand le choix est difficile. Quand on parle comme ça avec un professionnel pour prendre une décision sur notre santé, on appelle ça la prise de décision partagée. Donc, dans ces cas-là, on doit exprimer clairement nos préoccupations, nos préférences, nos priorités. Puis, l'intervenant va penser à nos besoins, puis il va réfléchir aux options un peu de notre point de vue en pensant à ce qui est important pour nous. Donc, c'est important de réaliser qu'il n'y a pas nécessairement une bonne ou une mauvaise décision. Pour beaucoup de décisions de santé, il y a plusieurs options. Donc, le professionnel, il peut nous aider, puis il va nous poser des questions pour savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Alors, dans un contexte de décision partagée, il y a 2 experts qui prennent part à la conversation. Donc, d'une part, il va y avoir l'intervenant qui a une expertise des soins et des services, qui connaît les options, leurs avantages et les inconvénients. Mais de l'autre côté, la personne, donc nous-mêmes, on est des experts. On connaît nous-mêmes qu'est-ce qui est notre priorité, nos valeurs, nos préférences. Et on a aussi une bonne idée de notre historique de santé. Puis, on a notre expérience de vie aussi qu'on peut amener parfois dans les décisions. Par exemple, vous avez déjà vécu, vous vivez avec de l'arthrite, ben, peut-être que ce n'est pas pour vous là, faire beaucoup d'activités physiques à haute intensité. Donc, c'est important d'apporter ça aussi dans les discussions. Et vous connaissez aussi vos ressources, vous savez qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place, puis qu'est-ce qui est plus difficile. Donc, comment on se prépare à faire la décision partagée? D'abord, on peut réfléchir d'avance aux questions de l'intervenant réfléchir aux questions que nous posera l'intervenant ou l'intervenante, penser à ce qui est le mieux pour nous, se préparer à intervenir, à parler de nous-mêmes, à poser des questions pour clarifier ce qu'on ne comprend pas, à exprimer nos inquiétudes, à dire nos préférences. Et les questions qu'on peut poser pour échanger, pour amorcer l'échange, ça peut être quelles sont mes options? Est-ce qu'il y a plusieurs options?
Quels sont les avantages et les inconvénients des options? Quelle est la probabilité que chacun de ces avantages et ces inconvénients m'arrive à moi? Qu'est-ce qui va se passer si je ne fais rien? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce service que vous me proposez, de ce test ou de ce traitement? Quels sont les risques? Existe-t-il des options plus simples, plus sûres? Quels sont les coûts? Combien de temps est-ce que ça prend? Donc, la bonne décision, celle que nous jugeons la meilleure après avoir été bien informés, bien, elle va être facilitée par la décision partagée. Donc, d'une part, le personnel de la santé va nous transmettre des informations scientifiques sur les avantages, les inconvénients. Ils vont nous partager leur expertise aussi, mais nous, on va exprimer nos priorités, nos préférences, nos expériences vécues, nos ressources. Puis, au final, on va avoir un échange, une discussion qui va permettre de prendre une décision qui est une bonne décision pour nous. Donc, on va choisir une option qui n'entraîne pas trop d'inconvénients ou qu'on va juger inacceptable. Donc, pour clarifier nos priorités pour vieillir en santé, il faut connaître les 7 aspects de la santé pour favoriser notre autonomie. On peut surveiller notre santé. Donc, le programme comprend un questionnaire pour s'auto-évaluer. Donc, il y a juste une question qui porte sur les capacités mentales. Vous pouvez aller voir ça sur le site. Ensuite, on peut faire un choix d'adopter certaines habitudes de vie, discuter de notre choix avec les proches, avec nos proches ou des intervenants, et ensuite mettre en œuvre notre choix. Donc, ça, c'est ce qui conclut un peu ma première partie là, de ma présentation que je voulais vous partager sur les options pour maintenir nos capacités mentales, puis la décision partagée. Maintenant, je voudrais vous parler un peu des autres outils que j'ai développés pour les personnes qui vivent avec l'Alzheimer et leurs proches. C'est un petit survol parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de matériel dans ces documents-là. Ils sont dans un autre site web, ces outils-là, fait que je vous accompagne pour qu'on aille voir ça. Donc, c'est le premier site web, là, Vieillir en santé. Vous pouvez, dans votre moteur de recherche, taper Vieillir en santé, Université Laval. Puis celui-ci, vous pouvez taper Boîte à décision, Université Laval, où vous voyez le site. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Quand vous arrivez sur le site, vous cliquez dans la boîte ici, puis vous allez avoir un menu déroulant. Donc, vous avez la série sur les troubles de mémoire et de l'attention. C'est la série d'outils ici que je vais vous présenter maintenant. Donc, vous avez des outils sur la conduite automobile, sur la qualité de vie et le confort, le soutien aux proches aidants, le mandat en prévision d'inaptitude, l'agitation, l'agressivité, les symptômes psychotiques. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, quand vous rentrez dans un outil, je voulais juste attirer votre attention parce que ces outils-là, ils ne sont pas en mode interactif. Il faut que vous alliez imprimer version PDF, la case rouge, ou bien ici, cliquez ici pour voir l'outil. Là, vous allez voir toute l'information. OK? Donc, le premier outil, juste un exemple, là, je voulais juste vous montrer un exemple de arrêter ou non la conduite automobile parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui sont des proches aidants, de personnes qui ont des troubles cognitifs, mais c'est quand même une discussion parmi les plus difficiles. Puis, quand on a évalué notre programme avec des personnes qui étaient atteintes de troubles cognitifs, bien, parfois, étant donné que ces gens-là avaient moins de facilité à comprendre de quoi on allait parler, ils pensaient qu'on venait leur enlever leur permis alors qu'on voulait juste demander leur avis sur l'information qu'on leur présentait. Puis là, on voyait là, beaucoup, beaucoup de stress là, qui embarquait. Fait que les gens, ils sont extrêmement angoissés par la question de perdre leur permis. L'outil qu'on a créé peut être remis à la personne pour qu'elle réfléchisse aux conséquences si elle continue à conduire, puis aux conséquences aussi d'arrêter de conduire. Fait qu'on présente les deux options côte à côte. On présente aussi une histoire vécue parce que parfois, ça va rejoindre plus certaines personnes une histoire vécue.
Puis, on va aborder les enjeux importants là-dedans, les risques d'arrêter au plan de la santé de la personne, parce que ça peut causer la dépression, ça peut causer de l'isolement, d'arrêter de conduire, etc. Il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent. Donc, l'idée, c'est pas de continuer à conduire, mais que la personne réfléchisse que si elle arrête, ben, il faut qu'elle continue de se préoccuper de ces aspects-là de sa santé. Puis, les difficultés logistiques que ça l'entraîne, ben, on essaie de proposer des solutions dans le document, mais c'est sûr que c'est des choses aussi qu'on peut discuter avec les professionnels ou les travailleurs sociaux professionnels de la santé. Donc, l'outil ne répond pas à tous les besoins, mais ça peut être une manière d'aborder la discussion, de commencer la discussion qui est parfois si difficile. Donc, les autres titres que nous avons là, dans la série, c'est les options pour soutenir le proche aidant d'un ami qui présente des troubles cognitifs. Donc, parmi vous, il doit y en avoir qui sont des proches aidants. Il faut que vous fassiez attention à vous. Donc, dans l'outil, on présente les avantages et inconvénients de chacune des options qui sont offertes pour les proches aidants, les options qu'on sait qui vont permettre d'améliorer de diminuer les risques d'anxiété, de dépression, tous les enjeux là, qui arrivent quand on devient proche aidant, les choses qui peuvent nous atteindre, nous, dans notre santé à nous. La deuxième question, c'est préparer ou non un mandat de protection en prévision de l'inaptitude. Donc, c'est un outil qui est utile parce qu'on parle d'un sujet plus légal, donc ça peut être difficile à comprendre. Puis l'outil, on l'a testé avec des gens, on a essayé de le simplifier le plus possible. Fait que je pense que ça répond à beaucoup de questions concernant le mandat en prévision de l'inaptitude puis les autres types de mandats. Les options pour assurer la qualité de vie et le confort des aînés qui présentent des troubles de mémoire et d'attention. Et le dernier, c'est l'agitation, l'agressivité et les symptômes psychotiques. Réduire les symptômes des personnes atteintes de troubles de mémoire. Donc, personnellement, c'est un des outils qui m'a été le plus utile avec mon père. Je voulais juste revenir sur quelques-unes des informations qui sont dans l'outil. Je vais vous inviter vraiment à aller les consulter si ça vous intéresse. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans cet outil-là, c'est la série de trucs et astuces pour mieux communiquer avec les personnes atteintes de troubles neurocognitifs de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est des choses qu'on finit par apprendre, ces petits trucs de communication. On finit par les connaître, mais de les avoir, moi, j'avais fait l'outil avant que mon père ait un diagnostic. Puis je pense que j'ai appris plus vite, puis j'étais plus sensibilisée, puis il y a quand même des choses que j'ai apprises, là. Donc, c'est des petits trucs que vous avez dans l'outil. Une autre chose qui est très importante dans l'outil et qui m'a été inspirée par les professionnels de la santé qui sont familiers et très connaissants de comment intervenir avec les personnes avec des troubles neurocognitifs, les symptômes puis comment intervenir. Fait que quand une personne a de l'agitation ou de l'agressivité, ben, c'est de voir pourquoi. Est-ce qu'il y a des besoins que la personne a là puis qui ne sont pas rencontrés? Puis si, pour certains besoins, quelles sont les interventions qu'on peut mettre en place? Donc, si la personne, par exemple, elle a de la douleur, des troubles du sommeil, la faim, la soif, etc., donc les besoins physiques, les besoins psychosociaux, l'environnement qui est mal adapté, l'environnement de l'organisation, les routines, l'environnement social, les approches qui seraient inappropriées par le soignant. Donc, par exemple, la communication qui serait moins bien adaptée. On le sait, quand on est trop brusque, par exemple, ça peut faire des effets inattendus. Et les problèmes de santé. Donc, ça, c'est des petites choses que vous avez dans les outils qui portent plus sur les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc, je suis ouverte maintenant à vos questions. Si j'ai pris un petit peu moins de temps, peut-être que ce qui m'était alloué, mais je suis contente d'avoir l'occasion. Peut-être que je pourrais aussi vous montrer plus d'informations si vous avez des questions précises. Donc, qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que je vous ai présenté? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent plus importantes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent moins importantes?
Donc, je serais très heureuse de vous entendre et de discuter avec vous. Merci beaucoup, Mme Giguère, pour la présentation. Donc, comme Mme Giguère l'a mentionné, allez-y avec vos questions. On a eu beaucoup de demandes pour l'outil, donc on va vous revenir avec ça. Mais en attendant que les gens aient le temps de taper leurs questions, vous parliez justement des comportements qui peuvent être un petit peu des comportements déroutants. Pour les gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec tout ça, est-ce que ce serait possible pour vous peut-être de donner des exemples concrets pour savoir comment on peut s'adapter à ce type de situation-là, justement, lorsque ça se présente? Oui, mais là, les comportements dans le cas de cet outil-là, les comportements, c'est des comportements qui sont très intenses, c'est de l'agressivité et tout ça. On ne peut pas vraiment, l'idée, ce n'est pas de s'adapter, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement qui a pu causer ça, puis trouver les causes. Puis, tu sais, des fois, ce n'est pas possible, mais les professionnels, ils vont, par exemple, si on est dans un établissement, mais ils vont essayer, ou bien nous, si on est à domicile avec notre proche, bien, l'outil va vous donner des pistes à explorer. Puis, ça peut être surprenant, là, comme, par exemple, si la personne a une nouvelle douleur, ben c'est normal que quand on lui fait des soins, ben, elle va être agressive. Mais tu sais, nous, sur le coup, on peut le prendre personnel. Puis c'est vraiment des comportements qui sont difficiles à recevoir, mais il faut essayer de se sortir du personnel puis d'être plus objectif pour pouvoir. Puis après ça, ben, si on ne sait pas comment adapter ou si on pense qu'on a identifié la source puis on ne sait pas comment y remédier, bien là aussi, on peut aller voir, par exemple, si quelqu'un qui est un travailleur social ou même, je suis certaine qu'on pourrait trouver des informations, peut-être avec le 811, il pourrait même vous aider, mais sinon, il y a des fois des petites choses qu'on peut faire des petits changements qu'on ne pense pas nécessairement là, qui pourraient avoir un impact. Le bruit, la chaleur, des choses comme ça, des fois, ça peut avoir des impacts. Super, merci pour votre réponse. Donc, ça commence à rentrer. On va aller voir qu'est-ce que les gens nous ont posé comme question. Donc, on a une question ici qui indique que concernant l'auto-évaluation avec une personne débutant les symptômes de la maladie d'Alzheimer, est-ce que cette personne-là s'en rend compte ou pas qu'elle commence à montrer certains symptômes? Et puis, à quel point surveiller ces symptômes-là? Oui, c'est vraiment délicat. Hein? Puis, nous autres, je vais vous présenter, je vais essayer de vous présenter notre questionnaire d'auto-évaluation parce que je pense que ça peut peut-être être une première étape pour aider la personne à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, moi, je n'ai pas la solution, là. Hein? Je veux juste dire, c'est tellement des questions délicates d'aborder quand on sent qu'elle commence à avoir des troubles de mémoire. Je vais vous donner un truc qui peut-être pourrait marcher. Donc, nous, on a créé un questionnaire d'auto-évaluation. Donc, vous pourriez peut-être, c'est une idée, le compléter avec la personne. Puis, pour chacun des questions, si la personne est à risque, ça va l'indiquer qu'elle est à risque. Donc, pour la question de la mémoire, c'est juste une question. Avez-vous besoin d'aide pour gérer vos factures, cuisiner ou utiliser le téléphone? Donc, je vais le compléter de manière bidon, là, parce que je vais vous montrer, je vais faire n'importe quoi, comme ça, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, si avez-vous besoin d'aide, je vais mettre oui. Fait que si la personne déjà l'identifie, vous pourriez l'aider à le compléter puis dire ah, mais il me semble que tu as de la misère à. Pourquoi tu mets non? Il me semble que tu as un petit peu de misère, mais donc oui pour voir. Tu sais, ça peut peut-être être une manière de l'aider à s'auto-évaluer la personne. Là, je complète. Je vais juste vous montrer. Il y a tous les domaines. On est en train de valider ce questionnaire-là, puis on a des très bons résultats. Non, il y a une question que je n'ai pas répondu. Quand même un peu long, là. Mais au moins, ça nous le dit en rouge pour qu'on sache rapidement laquelle on n'a pas répondu. Il y avait 3. Fait que le résultat ici, là, il y en a beaucoup là, qui montrent. Il y a beaucoup d'éléments à risque parce que j'ai répondu un peu n'importe quoi, mais éléments qui pourraient nuire au maintien de vos capacités mémoire. Fait que là,
ça va indiquer à la personne qu'elle est à risque de perdre le maintien de ses capacités cognitives est à risque. Puis là, elle peut cliquer puis aller voir l'outil que je vous parlais, que je vous ai présenté aujourd'hui sur les capacités mentales qui présente les options. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pense que c'est quand même des questions délicates, puis c'est peut-être d'amener la personne d'elle-même à constater. Puis c'est certain que comme l'arrêt de la conduite automobile, si c'est quelque chose qui vous préoccupe, bien peut-être lui montrer l'outil sur les capacités, sur la conduite auto, parce que là aussi, on fait réfléchir la personne à qu'est-ce qui va arriver si tu frappes quelqu'un, tu sais, en auto, là. Bien, justement, concernant la conduite automobile, il y a quelqu'un qui nous demandait est-ce qu'il y a un moment où est-ce que ça devient un peu trop tard pour aborder ce sujet-là? Vous venez de mentionner que justement, partager l'outil avec la personne concernée peut être un début de conversation, mais est-ce qu'il y a une espèce de moment où est-ce qu'on se dit, bon là, on a franchi une gravité, par exemple, au niveau de la conduite? C'est une bonne question parce que le point de décision, c'est pas nécessairement, quand on commence à y penser, c'est presque déjà le temps d'enlever le permis d'habitude, là, mais ça peut être une introduction pour en parler. Puis, c'est certain que l'évaluation, elle doit être faite, puis on en parle aussi comment aller faire l'évaluation de l'aptitude à conduire. Donc, l'outil sert aussi à diriger les gens vers l'évaluation de l'aptitude, mais ce n'est pas nécessairement du ressort de la personne de prendre cette décision-là, sauf que d'avoir de l'information à une place pour aborder la question, une question difficile, une discussion difficile, ça peut aider, je pense. C'est un peu l'esprit là, de l'outil. Tout à fait. On a une question que je trouve assez intéressante parce que souvent, lorsqu'on parle des personnes qui sont soit en processus d'évaluation ou que le diagnostic est déjà tombé, on parle souvent de prochain aidant. Par contre, on a des personnes qui sont seules à l'occasion puis qui n'ont pas tous ces contacts sociaux-là. Donc, à ce moment-là, comment qu'on peut aider une personne qui est plutôt seule à déterminer que justement les pertes cognitives sont présentes dans un contexte où est-ce qu'il y a beaucoup d'isolement de cette personne-là? Ah oui, c'est ça. Ben, c'est un peu la même question que tout à l'heure. Comment on fait pour aider quelqu'un à identifier qu'elle a elle-même des pertes cognitives? Je n'ai pas la réponse parfaite. Je suis moi-même dans cette situation-là en ce moment avec une autre personne. Puis, quand c'est dangereux pour elle-même, là, c'est sûr qu'il faut peut-être prendre le taureau par les cornes, là, puis l'aborder, mais d'avoir une bonne relation avec la personne, déjà, ça l'aide. Là. Si la personne est isolée, elle est toute seule, est-ce qu'elle peut décider de continuer à vivre dans son domicile? Bien, peut-être qu'on peut garder cette porte-là ouverte aussi, mais ce n'est pas à moi de me substituer au travail social, mais on n'est pas obligé de fermer des portes non plus. Puis quand on vieillit, la personne qui veut décider de prendre le risque de rester chez elle malgré des troubles cognitifs, je fais juste poser la question, est-ce qu'on pourrait lui donner le droit quand même, de rester chez elle pendant un moment jusqu'à temps que, elle puisse se rendre compte peut-être par elle-même qu'elle a des besoins ou. En tout cas, je veux pas faire de grandes affirmations ici, mais je me dis juste l'esprit de l'autonomie de la personne dans ses décisions. Il doit se transmettre le plus possible. Puis même si la personne est dans des situations parfois très dangereuses, bien là, il faut quand même rester dans l'esprit de l'impliquer, la personne, dans la décision pour qu'elle se sente partie prenante, l'écouter. Puis aussi, souvent, c'est de prendre le temps, pas nécessairement de penser qu'on va régler la chose en une discussion, mais j'ai pas de réponse. Là. C'est vraiment avec l'équipe de travailleurs sociaux, des professionnels de la santé que vous pouvez. Les travailleurs sociaux sont d'une grande, grande aide. Puis moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait sans un travailleur social là, pour mon père. Puis c'est de travailler tous ensemble. Des fois, il y a des conflits dans la famille aussi. C'est pas facile. Non, puis je pense qu'il y a beaucoup de tabous reliés à la maladie de l'Alzheimer. Et puis, plus qu'on en parle, plus que les gens vont être prêts, eux, à initier ces conversations-là au sein de leur famille, avec leurs amis. Et puis,
c'est un début de solution, je pense, qui peut aider justement d'en parler à plus grande échelle. On a une autre question qui concerne qu'est-ce que vous pouvez dire sur le déni? Qu'est-ce qu'on fait malheureusement avec une personne qui vit avec la maladie mais qui est totalement nie sa situation? Bien, là, c'est sûr que c'est tout le temps, encore une fois, de prendre la personne dans son ensemble. Puis, s'il y a des enjeux qui ressortent à cause de cette situation, de son problème de trouble cognitif, bien là, est-ce que c'est plus ces enjeux-là qu'on peut mettre de l'avant? Par exemple, si la personne a de la misère à l'oublier d'éteindre le four, puis il y a des dangers, au lieu de parler qu'elle a des troubles cognitifs, peut-être qu'on peut parler que là, il se passe des choses, puis que, tu sais, elle n'est pas capable d'éteindre le feu. Tu sais, je ne sais pas, quelqu'un qui est en déni, peut-être que c'est quelqu'un qui commence à réaliser aussi qu'il y a des troubles. Je pense que le déni, c'est quand même quelque chose qui... Tu sais, la personne, pourquoi qu'elle a un déni, c'est probablement parce qu'elle se sent lâcher prise, perdre le contrôle de sa vie. Comment lui redonner ce contrôle-là tout en reconnaissant cette maladie-là? Tu sais, est-ce qu'on peut l'accompagner pour voir pourquoi elle a un déni, puis, tu sais, essayer de combler les besoins qu'elle a. Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de sortir de sa maison? Ben, est-ce qu'on peut faire venir quelqu'un chez elle pour l'aider? C'est d'essayer de voir qu'est-ce qui fait peur à cette personne-là. Peut-être, je ne sais pas. Je pense, Madame Laterreur, vous avez beaucoup d'expérience aussi. Bien, c'est-à-dire que c'est des questions, justement, comme vous le mentionnez, il n'y a pas une seule réponse parce qu'il y aura autant de versions d'une maladie qu'il y a de personnes et puis il n'y a pas une manière d'adresser une problématique, une situation. Donc, on peut donner des pistes de solutions, mais une réponse parfaite qui va être applicable à tout le monde, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais chose certaine, justement, comme je disais tout à l'heure, d'en parler, c'est un début. On a une question, justement, qui est très intéressante. Comment est-ce qu'on va faire la différence entre ce qu'on appelle le vieillissement normal, si je peux utiliser ce mot-là, versus justement des troubles neurocognitifs et la maladie d'Alzheimer? Je vais revenir, je pense que dans le site, c'est certain que quand on vieillit, on peut avoir des problèmes de mémoire. Je voulais juste voir parce qu'on dit quelque chose là-dessus. On dit comment on le reconnaît? Je pense c'est vraiment un diagnostic médical qui peut l'aider là, à le reconnaître. Puis aussi, ça peut être temporaire. Il ne faut pas oublier ça. Des fois, ça peut être des situations qu'on va vivre qui vont faire qu'on a une petite baisse des capacités cognitives, puis ça peut revenir. Fait que faut pas hésiter à faire l'évaluation, là, mais c'est certain que quand on regarde notre questionnaire, le questionnaire, c'est pas juste d'oublier le nom d'une personne, c'est être plus capable, par exemple, de faire la cuisine, de répondre au téléphone ou de signaler quelqu'un au téléphone. Donc, ça, c'est peut-être quand même des indicateurs. Là. Nous, c'est ce qu'on a trouvé qui était le meilleur indicateur, c'est cette question-là. En regardant la littérature scientifique, qu'est-ce que les experts conseillent? Donc, si la personne commence à avoir de la difficulté à gérer ses factures, cuisiner, utiliser le téléphone, c'est reconnu comme étant un signe que peut-être il se passe de quoi, puis d'aller consulter. Tout à fait. On a une question qui tombe un petit peu plus dans le pratico-pratique, je dirais. En début de présentation, vous parliez justement des fameux exercices pour la mémoire puis la stimulation cognitive. À ce moment-là, on me demande quelles seraient des bonnes applications pour des exercices de mémoire. Bien, ça va me donner l'occasion de vous montrer sur le site comment on fait pour trouver les ressources. Fait que quand vous êtes sur le site, donc si vous allez voir mémoire, fait que là, vous lisez, c'est comme l'information que je vous ai donnée. Donc, il y a un petit exercice aussi qui est intéressant pour aider les gens à clarifier qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Donc, c'est-tu améliorer votre qualité de vie? Donc là, vous allez avoir quel choix, quelles options, vos options selon vos priorités. Puis après ça, quand vous prenez votre décision, donc là, si on dit, moi, c'est les exercices de mémoire qui m'intéressent. Dans la dernière page, on va vous offrir des ressources. Donc, vous avez ici une ressource, recherche Internet sur les applications mobiles et jeux de mémoire et de concentration pour les personnes aînées. Vous avez
me semble qu'il y avait... Donc, ça serait plus ça. Mais il y a une personne qui a nommé aussi dans le chat, j'ai vu Luminosity, je pense que j'en avais déjà entendu parler aussi. Il y a des applications qui sont payantes aussi, là. Mais ils sont vraiment intéressants, ils sont bien faits, sont agréables, conviviales, là, fait que vous pouvez peut-être considérer, là, aller cliquer sur ce lien-là. Ça va vous amener. Nous, on ne voulait pas favoriser une compagnie privée plus qu'une autre, fait qu'on a fait, une recherche pour vous. Puis quand vous cliquez sur le lien, ça fait comme une recherche dans Google. Donc, ça permet d'avoir une information à jour aussi, là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez ici, vous voyez, il y a Lucia qui sort. Fait que ça, c'est pas moi qui la recommandais, c'est comme Google, le docteur Google. Fait que Oui, c'était c'est juste ça. une manière de ne pas pousser une compagnie plus qu'une autre en vous offrant comme ça un lien qui vous offre qu'est-ce qu'il y a sur Internet. Tout à fait. Puis, j'invite les gens là, qui sont avec nous aujourd'hui, justement, pour reprendre l'expression, utiliser Dr. Google, justement, avec souvent, à quelques clics, on peut trouver des sites super intéressants, autant gratuits que payants. Donc, c'est de trouver quelque chose qui vous convient. Et puis, je dirais, il n'y a pas encore une fois le meilleur exercice, tant et aussi longtemps que vous êtes en mesure justement de faire des exercices pour la stimulation cognitive, vous êtes déjà dans le bon chemin. On en vient presque à la fin. Je vais prendre une dernière question, donc ça ne sera pas très loin. Est-ce que vous auriez... Il y a quelqu'un qui parle des antécédents familiaux. Donc, je ne sais pas si vous aimeriez ajouter quelque chose par rapport à ça. La question, est-ce que les antécédents familiaux peuvent-ils être suivis de plus près? Je pense que les antécédents familiaux, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vous-même avoir la maladie d'Alzheimer. Fait qu'il faut juste quand même aussi mettre ça en perspective. Je ne sais pas, moi, j'ai pas d'autres informations là-dessus sur les antécédents familiaux puis comment les suivre, là. Je sais pas si je peux pas vous. Je pense que je sors de ma zone de confort, mais ce que je sais, c'est que c'est pas parce que mon père a l'Alzheimer que je vais l'avoir. Ça m'encourage. Mais je vais quand même faire mon mandat en prévision d'inaptitude. Oui, c'est ça, c'est de tenter de prévoir sans justement être trop pessimiste. J'ai une question encore là, je ne sais pas si vous avez des recommandations, donc une question justement sur quelqu'un qui, dans un contexte d'activité physique, justement, aime aller prendre des marches seul. Est-ce qu'il y a certains appareils de géolocalisation qui peuvent être recommandés? Bien, c'est super là, d'aller. Ben, moi, je ne connais pas là, les applications. Il y a des applications spécifiques, je crois, pour les personnes avec la maladie d'Alzheimer qui vont peut-être être un petit peu plus simples. Peut-être qu'il faut aller voir Zone Ava, qui est un des sites qui est recommandé dans le site web. Parce que en ce moment, moi, je suis dans des réseaux où est-ce que je sais qu'ils développent des choses actuellement et je me rappelle qu'il y avait des choses en ce sens-là. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous donner des choses précises. Puis je pense qu'il pourrait aussi avoir l'idée d'avoir une alerte, là. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est bien, là. Si tu as peur de te perdre, tu peux cliquer là-dessus, puis ça va signaler une personne de ton entourage où est-ce que tu es, puis ils peuvent t'aider. Mais je ne sais pas, Marie-Christine, si vous avez des suggestions pour la personne. Ben, je vous dirais peut-être d'aller voir notre site Internet, mais un peu comme vous, on ne recommande pas nécessairement des dispositifs précis, mais c'est de bien se renseigner à la hauteur des besoins qu'on a pour notre situation. Ah, je suis triste de ne pas avoir une réponse plus précise, mais on ne peut pas tout savoir. Non, c'est pas grave. La prochaine fois, je vais être capable de répondre parce que je vais aller voir, je vais essayer de trouver la réponse. Donc, la conférence tire à sa fin. Madame Giguère, un très grand merci pour cette présentation-là. On a eu énormément de questions, beaucoup d'intérêt aussi
pour l'outil. J'aimerais rappeler que notre prochaine conférence mémorable aura lieu le 4 octobre avec Philippe Voyer. Et puis, la thématique sera sur les principes incontournables pour un milieu de vie adapté aux aînés atteints d'un trouble neurocognitif majeur. Donc, un gros merci à tout le monde pour votre participation. N'oubliez pas, le tout sera disponible sur notre site web et notre chaîne YouTube. Et puis, tous ceux qui m'ont envoyé un petit courriel pour avoir une copie de l'outil, on va vous donner suite là, dans les prochains jours. Et puis, encore une fois, Mme Giguère, un énorme merci pour ce webinaire. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bon après-midi.